Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de GGMO. Nos grandes gueules à Paris et à Tel Aviv sont prêtes. Voici le débat du soir. Et l'image du jour, c'est cette photo de classe. Le chef de l'État sortant, Reuven Rivlin, entouré de Naftali Bennett et Yair Lapid. Derrière eux, le nouveau gouvernement israélien qui entre dès aujourd'hui en action. De Paris à Moscou en passant par Washington et les Émirats Arabes Unis, on salue la nouvelle coalition. Une coalition qui devra relever deux défis. Le premier parlait d'une même voix, alors que ses membres proviennent de 8 partis aux convictions bien différentes. Il faudra notamment gérer la marche des drapeaux de demain. Elle est maintenue alors que le Hamas menace Israël d'une nouvelle escalade de violence. Cette coalition peut-elle tenir? Nous vous avons posé la question sur Twitter. Nous la poserons à nos GGMO. Second défi pour cette coalition, résister aux assauts du nouveau chef de l'opposition. Il s'appelle Benjamin Netanyahou et dans un grand discours aujourd'hui, il a appelé à mener la vie dure à cette coalition. Il exige une discipline de fer dans ses rangs. Netanyahou a-t-il dit son dernier mot? Débat avec nos invités. Enfin, détour par la France où Mila se dit en danger de mort. Mila, c'est cette fille menacée depuis ses propos polémiques sur l'islam. Elle est aujourd'hui déscolarisée, ne vise aucun avenir et se voit morte dans 5 ans. Est-elle abandonnée par une nation fragile et lâche? Pour reprendre ces mots, je vous poserai la question. Et voici les GGMO qui m'accompagnent en ce lundi soir. Bonsoir Olivier Rafovitch, spécialiste en communication de crise. Stéphane Goldin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller dans différentes institutions israéliennes. Et en direct avec nous depuis Paris, Michel Taubman, journaliste, écrivain, éditorialiste i24 News. Bonsoir mon cher Michel et heureux de vous retrouver également en direct depuis Paris. Et pour commencer, eh bien prenons des nouvelles en direct de chez Bennett. Et oui, vous avez vu, on a changé de jingle. Avant, c'était au pays de Bibi. On a vu. Changé ce soir. En direct de chez Bennett, voilà. J'en profite d'ailleurs pour remercier l'équipe graphique d'i24 News, extrêmement réactive. Alors, avant de parler de cette première journée avec nos grandes gueules, nous allons rue Balfour, devant la résidence du Premier ministre, où Jonathan Serrero nous attend. Bonsoir Jonathan. Cette journée a été celle des passations de pouvoir, un moment très formel qui s'est déroulé de ministère en ministère, mais la seule photo que tout le monde attendait et que personne n'a vue, c'est la passation entre Benjamin Netanyahou et Naftali Bennett. Oui Benjamin, autant vous dire que cette passation de pouvoir ne ressemblait pas à ce que l'on peut notamment observer en France avec les traditionnelles passations de pouvoir entre les différents présidents de la République et la présence de la garde républicaine. Là non, entre Naftali Bennett et Benjamin Netanyahou, pas de présence de presse, pas de présence de journalistes, pas de présence de photographes, aucune déclaration n'a fuité, n'a été transmise sur les différentes plateformes des réseaux sociaux, non, aucune déclaration entre les deux hommes, une demi-heure seulement de rencontre, d'entretien entre les deux hommes, entre le Premier ministre, l'ancien désormais Premier ministre Benjamin Netanyahou et le tout nouveau Premier ministre de l'État d'Israël, Naftali Bennett. C'est dire l'état de leur relation exécrable, une relation qui s'est détériorée au fil des semaines, au fil des négociations et au regard bien évidemment, Benjamin, du choix de Naftali Bennett de collaborer au sein même d'un même gouvernement avec Yair Lapid, un Naftali Bennett qui a tout de même meublé sa journée avec sa présence ce matin lors de la traditionnelle photo en présence donc du président de l'État d'Israël et de l'ensemble du gouvernement, du 36e gouvernement de l'État d'Israël. Naftali Bennett a ensuite pris la direction du cimetière militaire du mont Herzl pour aller se recueillir sur son frère d'armes, sur son compagnon d'armes, le soldat franco-israélien Emmanuel Moreno, tombé au combat lors de la Seconde Guerre du Liban, c'était en 2006. Et ce soir, bien évidemment, Naftali Bennett a rencontré le chef à la sécurité nationale, Meir Ben Shabbat, et l'attaché militaire Avi Blot, l'attaché militaire des bureaux du Premier ministre. Alors Jonathan, ce gouvernement va devoir maintenant faire ses preuves et les défis commencent dès demain avec cette fameuse marche des drapeaux. Que dit-on ce soir du côté du gouvernement israélien et du côté du Hamas? Parce que la menace monte.
Oui, et décision prise ce soir de maintenir cette marche des drapeaux par Omer Bar-Lev, membre du Parti travailliste, qui a déclaré un peu plus tôt que Jérusalem était la capitale éternelle de l'État d'Israël. On aurait cru entendre Benyamin Netanyahou, mais là, cela vient donc d'un ministre de la Sécurité intérieure travailliste. Décision donc maintenue de continuer de poursuivre cette marche des drapeaux avec les premiers défis, le premier défi pour ce gouvernement du changement, puisque les menaces pullulent, notamment du côté de l'autorité palestinienne, avec une journée de la colère programmée dans les territoires palestiniens, des roquettes qui peuvent être tirées depuis la bande de Gaza, puisque le Hamas et la direction de l'organisation terroriste palestinienne menacent de reprendre les tirs de roquettes contre Israël. Des batteries d'hommes de fer ont été disséminées un peu partout sur tout le territoire israélien. Il sera donc intéressant, Benjamin, de suivre les réactions, que ce soit de Naftali Bennett, de Yair Lapid, du parti Meretz, de Nitzan Horowitz, de Merav Michaeli, mais aussi et surtout la réaction de Mansour Abbas, le chef du parti islamique Ra'am. Ce sera un défi à la fois politique et sécuritaire. Merci beaucoup, Jonathan Serrero, en direct avec nous depuis Jérusalem. Alors, messieurs, on va commenter ensemble ces images. Et la première, on la voyait tout à l'heure, c'est la photo de ce nouveau gouvernement. Stéphane Goldin, c'est une page blanche qui s'écrit aujourd'hui avec ces nouveaux visages, certains que l'on connaît, certains que notamment nos téléspectateurs francophones découvrent depuis hier soir. C'est à la fois plein d'espoir, c'est aussi plein de doutes quand on connaît la composition de cette coalition. Je vais vous poser une question provoque. Oui. Est-ce qu'on ne risque pas de vite déchanter ? Écoutez, il faut d'abord leur donner leur chance. Il faut savoir que dans le fond, il y a eu un avant. L'État d'Israël a été créé à l'époque où Benyamin Netanyahou n'était pas encore Premier ministre. L'État d'Israël a existé quand Benyamin Netanyahou n'était pas Premier ministre. Il y a eu cette partie, ce moment avec Benyamin à 12 ans, il n'est pas rien, où Benyamin Netanyahou a fait de bonnes choses et de moins bonnes choses d'ailleurs. Et l'État d'Israël continuera à vivre sans Benyamin Netanyahou. Le monde ne va pas s'arrêter parce que Benyamin Netanyahou va rentrer dans l'opposition. Va-t-il rester dans l'opposition ? C'est un autre débat. Mais on voit très bien qu'aujourd'hui, il y a eu des décisions qui ont été prises d'une façon très forte. Nous voyons un ministre qui s'appelle Omer, c'est parce qu'on entend des promesses depuis hier. Omer Bar-Lev, qui est quand même pas n'importe qui au niveau de la sécurité d'Israël, qui prend une décision dans le fond dans une digne continuité de ce qu'aurait pu faire et prendre Benyamin Netanyahou. D'ailleurs, quand on regarde dans le fond la composition de ce gouvernement, il y a 27 membres. Sur les 27 membres, vous avez 7 combattants de très haut niveau. Un ancien chef d'état-major, vous avez des généraux, vous avez des personnes qui ont participé à des commandos, je pense aux commandos marins et à la Sayeret Matkal, vous avez un pilote. Donc au niveau sécuritaire, il ne faut pas trop s'inquiéter. Je pense qu'on est face à des gens qui savent ce qu'ils font. Maintenant, c'est vrai qu'on a de véritables points d'interrogation. La question n'est pas tellement de savoir s'ils savent ce qu'ils font. La question est de savoir s'ils sont capables de travailler ensemble et d'avoir un programme commun. On va le voir, ils viennent de commencer, donnons-leur cette chance. Donnons-leur cette chance de voir s'ils vont avoir la capacité de mettre entre parenthèses leurs différences, parce qu'il y a des différences. Mais rappelons-le aussi. Mais vous avez espoir. Moi, j'ai espoir. Olivier Rafovitch. Et la première des questions d'ailleurs, sur cet espoir de cohérence de ce gouvernement, et Jonathan Serrero le disait il y a quelques instants, c'est par rapport aux événements de demain, cette marche des drapeaux, on verra comment va se comporter la coalition, et je pense notamment au Parti Ra'am. Je veux dire, il y a des pays, Benjamin, dans le monde qui s'occupent de problématiques philosophiques, problématiques idéologiques, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à s'occuper. Le Hamas menace Israël. L'Iran est à quelques mois d'avoir la bombe atomique. Les Palestiniens appellent à la révolte. Les Arabes israéliens appellent à la révolte. Et là, on va s'occuper de savoir si ce gouvernement... D'abord, Israël a besoin d'un gouvernement fort et stable. Et pour l'instant, il est là. Il a été élu, choisi par la Knesset. C'était compliqué, une petite majorité. C'est vrai que c'est très compliqué, même au niveau de cette coalition, avec des choses un peu étranges. Mais c'est ce qu'il y a. L'autre côté n'a pas été capable d'arriver à autre chose. Maintenant, le défi de demain est un premier test, un test crucial. À mon humble avis, je pense que si le Hamas menace Israël
que le gouvernement israélien, et je l'espère de tout mon cœur, continuera à faire que cette marche des drapeaux ait lieu selon la route qui a été décidée, qui passe par la porte de Damas, qui passe là où ils doivent passer. Donc pour vous, la maintenir, c'est une bonne décision. C'est excellent. Maintenant, si le Hamas, excellent. Pourquoi ? Parce que si le Hamas menace Israël pour ça, demain pour autre chose, après-demain pour autre chose, il n'y a plus de fin. Maintenant, il me semble que le gouvernement israélien va devoir réagir si le Hamas agit ou attaque de manière extrêmement forte et plus forte même que d'habitude. Parce que on a affaire quand même à un gouvernement qui est sioniste, ne l'oublions pas. C'est pas un gouvernement anti-sioniste, c'est pas un gouvernement en dehors d'Israël. Tous les gens qui sont à des postes de commandement au niveau police, armée et Premier ministre sont des gens qui sont des faucons. C'est pas du tout des gentils ni des naïfs. Omer Bar-Lev a été le commandant de la Sayeret Matkal. Benny Gantz était chef d'état-major, il est actuellement le ministre de la Défense, et Bennett était un Premier ministre aujourd'hui qui appartient au faucon, si vous voulez, de la politique israélienne. D'ailleurs, il est même perçu et vu, j'ai vu les titres de la presse mondiale, on parle d'un homme d'extrême droite, c'est-à-dire que personne ne voit en lui quelqu'un de gauche ou d'extrême gauche. La seule chose dont on parle, c'est qu'il a réussi, au niveau politique, à remplacer Netanyahou. Maintenant, est-ce que ce remplacement-là fait qu'il y a un gouvernement qui ne va pas tenir la route face aux ennemis d'Israël ? Il me semble que non. Mais bien au contraire. Vous voulez dire, pour aller jusqu'au bout de votre pensée, que le terrible hasard du calendrier, parce qu'on a quand même des menaces d'une nouvelle guerre du Hamas, hein, si on écoute leur discours depuis quelques heures, ce serait presque un test de résistance de ce nouveau gouvernement dans des conditions dramatiques. Si le gouvernement demain... Si le Hamas met ses menaces à exécution. Si le Hamas met ses menaces à exécution et qu'il attaque ou qu'il lance des missiles, le gouvernement israélien de demain, n'est-ce pas, qui est demain en place, va devoir réagir, pas comme d'habitude, plus fort que d'habitude. Les Israéliens attendent une réaction très forte. Les Arabes doivent comprendre qu'on a affaire ici à un gouvernement israélien qui ne change pas de route. D'ailleurs, les critiques venant de Ramallah sont très étranges. Ils sont à la fois contre Netanyahou, mais également contre Naftali Bennett. Donc eux, il semble qu'ils rêvent d'un gouvernement de Marwan Barghouti, qu'ils n'auront pas en Israël. Et tout cela réuni, juste un dernier mot, nous fait donc voir que malgré les mouvements de presse, de foule, la haine, la violence politique qui est très israélienne, on verra s'il y a une union justement face à ce défi. D'ailleurs, c'est souvent le moment où tout le monde est uni justement quand il y a ce cas de force majeure. Je vais saluer Amnous Chamani qui nous a rejoint dans ce débat. Bonsoir ma chère Amnous, heureux de vous retrouver comme tous les lundis. Amnous d'ailleurs, puisque vous êtes maintenant avec nous, je connais votre admiration et vous nous l'avez dit semaine après semaine pour la démocratie israélienne, mais tout de même, peut-on espérer des miracles d'un gouvernement ? Et je vais rappeler, parce qu'on l'a vécu hier, ensemble, en direct sur cette antenne, un gouvernement de coalition élu à 60 voix contre 59. C'est très fragile. Mais justement, mais je sais, mais alors justement, moi je pense que c'est justement la fragilité de cette coalition, le fait qu'elle apparaisse totalement biscornue avec 8 partis qui vont quand même de la droite dure jusqu'aux islamistes. Je veux dire, le parti RAM de Mansour Abbas, c'est quand même une émanation des frères musulmans, avec quand même un parti de gauche pacifiste. Et justement, cette fragilité-là l'oblige. L'oblige à quoi ? L'oblige à ce qu'on appelle le compromis démocratique. Je veux dire, qu'est-ce que c'est la démocratie si ce n'est le compromis ? Mais d'ailleurs, compromis qui a déjà commencé. Je veux dire, entre un Naftali Bennett, qui est quand même assez ambigu, ne l'oublions pas, je veux dire, c'est quelqu'un qui a, dès le début, dès son entrée en politique en 2006, où il était directeur de cabinet Netanyahou, il a toujours soutenu les colonies en Cisjordanie, mais il n'y a jamais vécu. Il préfère la banlieue chic de Tel Aviv. Sa femme, et lui étant très religieux, veut introduire la modernité. D'ailleurs, sa femme est une pâtissière de formation laïque. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a habitué les Israéliens à des discours extrêmement virulents, extrêmement radicaux, mais il a eu 5 portefeuilles ministériels. Et je veux dire, concrètement, à part quand il était ministre de l'Éducation, interdire un livre à l'école où il était question d'une histoire d'amour entre un Palestinien et un Israélien, il n'a jamais appliqué ces mesures d'une radicalité, et puis la chance de la formule, etc. Et il est quand même associé avec Yair Lapid, qui, ce Georges Clooney israélien, fait quand même la preuve d'une finesse politique hallucinante, qui lui, concrètement, est un laïc forcené comme son père pouvait l'être, laïc et libéral, qui critique quand même régulièrement, jusque dans ses romans policiers, les ultra-orthodoxes. Là, déjà, il a été capable de baisser d'un ton, de ne pas réitérer ses critiques pour trouver un terrain d'entente. Donc déjà, cet accord et cette photo que moi je trouve... Vous avez le départ de Bibi qui est un événement historique, mais vous avez cette coalition qui est
aussi un événement historique en parallèle, avec cette photo, moi je ne m'en remets pas, du 2 juin 2021, où vous avez effectivement Naftali Bennett, Yair Lapid et Mansour Abbas en train de signer avec le sourire. C'est une photo qu'on avait commentée ensemble. Donc est-ce que c'est pas la preuve sur cette même antenne? Oui. C'est étonnant. Et donc du coup, est-ce que cette fragilité n'assure pas? Et vous voyez, tout le monde se posait des questions. Est-ce que le ministre de l'Intérieur travailliste va laisser faire la marche des drapeaux? Finalement, oui. Donc, moi, je dis une démocratie, elle avance à coup de compromis. Cette fragilité lui assure d'avancer. Et on sent quand même, il y a un tel ras-le-bol de Netanyahou. Je veux dire, concrètement, c'est ses anciens alliés, ses anciens amis on parlera dans quelques instants, qui l'ont lâché. De Netanyahou. Concrètement, c'est ses mensonges. Vous voyez, on parlera tout à l'heure. J'y crois. On parlera tout à l'heure. En tout cas, vous y croyez à cette coalition. Je vais entendre Michel Thoman avant de redonner la parole à Tel Aviv. Michel, parce qu'on a vu hier soir ces scènes de liesse depuis la place Rabin à Tel Aviv. On va rappeler que c'était aussi paradoxal parce qu'on l'avait commenté. Tel Aviv qui fête Bennett Premier ministre, c'était comme mai 81, mais pas tout à fait mai 81, si je puis dire. Écoutez, moi, il y a 2-3 jours, j'ai commenté sur E24 News les élections présidentielles qui vont avoir lieu dans un pays que Amnous connaît bien, puisqu'elle y est née, en Iran. Et c'est dans quelques jours. Et malheureusement, en Iran, les gens voudraient bien avoir le choix entre plusieurs candidats. Ils voudraient bien en Iran que les minorités nationales, comme les Arabes, les Kurdes ou les Bahaïs, ou même des Juifs, puissent être candidats. Les candidatures sont sélectionnées par un petit groupe. Même des gens ultra-conservateurs comme Ali Larijani, l'ancien président du Parlement, a été écarté. Bref, on a une caricature de démocratie. Et hier, j'ai regardé E24 News une grande partie de la journée, je me suis régalé, parce que franchement, le spectacle qu'on a vu... et puis j'ai regardé Benjamin Pétrovert, mais pas seulement. Évidemment. Avec les ratés, avec des choses qui n'étaient pas bien, avec les colibets, avec Netanyahou mauvais joueur, mais de l'Atlantique jusqu'au Pakistan, de l'Algérie, jusque sur des milliers de kilomètres, on n'a pas ce spectacle-là d'une démocratie vivante, on n'a pas ce spectacle-là d'une vraie démocratie parlementaire, avec des gens de toutes les couleurs, de différentes religions, avec quelqu'un d'une minorité nationale qui se considère non sans raison comme opprimé, qui accède aujourd'hui à une coalition gouvernementale, un ministre musulman qui n'a pas été élu, qui n'est pas de la liste RAM, mais qui est de la liste Meretz, qui participe au gouvernement, ces visages nouveaux, cette ministre éthiopienne, ces femmes, ces jeunes, cette nouvelle génération, et ce gouvernement, quelqu'un a dit l'autre jour, Benetton, ou Benetton, c'est pas moi, je crois que c'est Jacques Tapiro qui a plus de talent que moi, puisque la publicité, c'est son métier, la com, c'est son métier. Eh bien, ça... Quelque part, je me suis dit, c'est quand même la démocratie israélienne, avec tout ce qu'on peut dire, avec toutes les critiques qu'on peut faire, les uns et les autres, sur les uns et sur les autres, eh bien, c'est quand même pas mal. Et il vaut mieux régler les conflits par la démocratie, par le dialogue. Bon. Et d'ailleurs, Mansour Abbas va obtenir beaucoup plus pour les Arabes israéliens, pour les Palestiniens d'Israël, que les 16 000 roquettes, je crois, et les 6 000 obus de mortier qui ont été tirés depuis Gaza. Olivier Rafovitch me vérifiera si je me trompe. Je n'ai pas compté les mortiers. Depuis une quinzaine d'années. Oui, voilà. mais alors c'est très intéressant. On plus en négociant et en soutenant le gouvernement sur le logement, sur le travail, qu'en envoyant des vous bombes. Êtes tous enthousiastes, mais regardez, parce qu'on vous a posé aujourd'hui la question à ceux qui nous regardent sur Twitter et sur Instagram. On vous a posé la question simplement, si vous pensez que ce gouvernement va passer l'été, tout simplement. Eh bien écoutez, vous êtes une majorité ce soir à 59%. À nous dire non, ce gouvernement ne pourra pas durer. 41% qui dit oui, donc bon, c'est presque 2 tiers, 1 tiers, mais ça veut dire que bon, il y a un enthousiasme sur ce plateau qui est partagé, c'est pas mal, mais les gens qui nous regardent sont plus dubitatifs que nous. Il y a 2 choses. Stéphane Goldin. Il y a 2 choses. D'abord, je pense que le peuple israélien avait besoin d'unité. L'unité israélienne avait été cassée, mise à mal ces derniers mois, ces dernières années, dès qu'on n'était pas d'accord avec Benyamin Netanyahou, on était traité de traître, de tout ce que vous voulez. Et du coup, il y avait une dichotomie, une césure de gauchisme, même pour des gens de droite d'ailleurs, dans la société israélienne. Et je pense qu'il est bon de revenir à cette unité, à voir ensemble un avenir. Alors justement, deuxièmement, il va y avoir un test hyper important pour ce gouvernement. Le test, c'est le budget.
Dans 40 jours, le gouvernement doit présenter son budget. Donc là, il va y avoir 2 solutions. Où ce budget passe, et là je suis persuadé d'ailleurs que les ultras, les orthodoxes, viendront tout doucement vers ce gouvernement, parce qu'ils n'auront pas le choix. Les orthodoxes ont fait partie de tous les gouvernements d'Israël, c'est la première fois qu'ils se retrouvent dans l'opposition, et d'ailleurs ils sont en dichotomie totale avec leur Alors propre est-ce qu'ils resteront avec Benjamin Netanyahou? Regardez, parce que cette coalition sonne tout de même le glas de l'ère Netanyahou, en tout cas pour le moment, car après 12 ans de mandat sans interruption, l'ancien Premier ministre est désormais chef de l'opposition. Et regardez cet extrait, c'est son premier discours avec les autres membres de l'opposition, un appel très clair pour qu'aucune tête ne dépasse, c'est lui qui reste le chef. Celui qui utilise la fraude de 6 mandats en le faisant passer de droite à gauche crée un gouvernement qui ne sera que transitoire. Et donc, nous allons nous battre depuis l'opposition, une opposition forte, unifiée, et nous allons faire tomber ce gouvernement à la première occasion, et qui arrivera plus vite que vous ne le pensez. Mais on peut les faire tomber, et nous le pouvons si nous sommes unis et disciplinés, discipline stricte que je vous demande de respecter. Encore une chose, si nous travaillons ensemble vers cet objectif, on y arrivera. Si nous nous querellons entre nous, eh bien, ce ne sera pas le cas. Donc, ma demande, c'est de tirer depuis le blindé vers l'extérieur pour porter atteinte et pas l'inverse. Voilà, premier discours de Benjamin Netanyahou entouré de cette nouvelle opposition. Et pour en parler, nous accueillons un nouvel invité, Fernand Cohen-Tanuji, membre du Likoud. Bonsoir et merci de nous rejoindre dans ce débat. Alors, est-ce que Benjamin Netanyahou va réussir à faire, comme il le dit, tomber ce gouvernement? La première chose, c'est que, à mon avis, Bibi ne lâchera rien parce que c'est pas dans l'esprit de la Sayeret Matkal, des grands commandos de l'État d'Israël, d'abandonner en fait son objectif. Son objectif, c'était de rester au gouvernement et visiblement, il n'y est plus et il continuera le combat depuis là où il est. Oui, à mon avis, il va continuer. Et je pense que d'ici quelques mois, tout ça va se retourner et nous aurons des 5e élections. On a parlé tout à l'heure de cette passation de pouvoir entre Benjamin Netanyahou et Naftali Bennett, sans médias, sans presse, sans photos, sans rien. Est-ce qu'il n'aurait pas dû quand même, Netanyahou, jouer davantage le jeu? Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire jouer le jeu. La seule chose que je vois aujourd'hui, c'est que je vois un gouvernement... Jouer le jeu, c'est accepter la transition. Alors, la transition, si c'est une transition de quelques heures ou quelques mois, il est évident que le Likoud l'accepte. Tous les membres du Likoud sont conscients qu'aujourd'hui, ils ont perdu les élections. Tous les gens du Likoud, les membres du Likoud dont je fais partie, sont parfaitement conscients qu'il va falloir se battre depuis l'extérieur. Il va falloir évidemment aussi renouveler les cadres du Likoud. Être unis au sein du Likoud face à l'extérieur, mais aussi à sein du Likoud, reformer un Likoud plus solide et plus combatif. Stéphane Goldin disait juste avant votre intervention, mais j'imagine que vous étiez déjà connecté, que la question aussi pour Netanyahou, c'est de savoir si les partis ultra-orthodoxes vont rester avec lui dans cette opposition. D'après ce qu'on a pu entendre ces dernières heures, la réponse est oui. Des alliés, on ne les abandonne pas. Il n'y a que Bennett qui a su faire très bien cela avec ses propres électeurs, qui les a tout simplement abandonnés, floués. Comme ancien ministre de l'Éducation, c'est vraiment l'exemple type qu'il fallait donner, cet exemple personnel pour dire aux enfants d'Israël, faites comme ce que j'ai fait, devenez Premier ministre, en ayant escroqué l'ensemble de mes électeurs. Alors Fernand Cohen-Tanuji, restez avec nous parce que j'aimerais faire réagir évidemment nos grandes gueules à Tel Aviv et à Paris. On va poursuivre notre débat juste après la pub. On va parler de cette échéance et notamment de demain, cette marche des DAPO avec ses conséquences à la fois politiques et également sécuritaires. Premier défi du nouveau gouvernement. Et puis dans le dernier quart d'heure, on parlera également de Mila. Vous savez, c'est cette fille qui a été menacée de mort sur Internet, notamment par des milliers de personnes pour avoir crié sa haine de l'islam. Qu'en est-il aujourd'hui? Elle sort un ouvrage après-demain. On va en lire quelques extraits et on va en débattre ensemble. Reste avec nous. Seconde partie des GGMO, c'est juste après ça.
En amour, c'est toi. Hybride par nature. Nouveau Renault Arcana. Découvrez nouveau Renault Arcana à partir de 239 € par mois pendant les journées portes ouvertes du 10 au 14 juin. Un grain de passion. Un grain de folie. Un grain de désir. Mauboussin, 3 grains d'amour. Ah, dans la vie, c'est jamais facile de choisir. Au moins avec Red, c'est facile de faire le bon choix. La fibre, 20 € par mois au lieu de 30 € sans engagement. Red by SFR, c'est vert, c'est clair. The new normal defines a bold new coming of age, where connectivity redefines boundaries to markets, and information is the most tradable asset, where omni-channel commerce is a necessity, and the only differentiator is digital agility, where trade routes are continually reconfigured, where sustainable logistics are dramatically reimagined, and open competition is the most successful modus operandi. A community consciousness has grown to align with our responsibilities as a society, where human connection sparks dialogue and collaboration ignites open-mindedness. And as we take a step forward, it's time to say, join us, make your mark. Welcome to the city of spontaneity and consideration. Welcome to the city of limitless opportunities. Welcome to Dubai. Découvrez le Nour Tel Aviv, situé au cœur de Jaffa. Une ambiance unique. Un lieu d'exception pour tous vos événements en Israël. Contacts et réservations sur nos pages Facebook et Instagram Nour Jaffa. Ce sont vos premières grandes gueules de la semaine. Merci à vous si vous nous rejoignez. Sont à mes côtés ce soir Olivier Rafovitch, spécialiste en communication de crise, Stéphane Goldin, conseiller dans différentes institutions israéliennes, en direct avec nous depuis Paris, Amnou Chalmani, écrivain et éditorialiste international, ainsi que Michel Taubman, éditorialiste i24 News. En direct Zoom avec nous également Fernand Cohen-Tenouji, qui est membre du Likoud et qui nous disait, qui nous faisait part évidemment de toutes ces interrogations et toute cette déception qui émane du camp du Likoud et puis de ceux également qui ont voté Likoud lors de ce scrutin. Peut-être réaction ici en plateau. Moi, ce qui m'intéresse en tant qu'Israélien, c'est la sécurité d'Israël, la force d'Israël. Maintenant, j'étais aujourd'hui à la frontière libanaise, à Methoula, vraiment à la frontière. J'ai pas vu une baisse de la garde de Tsahal, ni un changement de la force de Tsahal à la frontière israélienne face au Liban, et puis j'étais également au Golan. Il faut aussi un peu arrêter de faire peur aux gens en disant que face à nos ennemis, nous sommes un gouvernement, enfin il y a un gouvernement ici qui ne tient pas la route. Encore une fois, je ne rentre pas dans le gouvernement lui-même, mais il y a des ennemis d'Israël qui veulent détruire Israël. Donc il faut faire très attention aux mots. Sur cette dimension-là, ce gouvernement peut tenir. La cohésion du peuple d'Israël, elle dépend également de ce qu'on dit sur Israël. Donc même si on est contre le gouvernement pour des raisons politiques, il ne faut pas tout jeter en même temps et dire n'importe quoi. Parce que nos ennemis nous regardent, je répète, nous regardent, observent, notent, et s'ils sentent des fractures internes, des dissensions, un manque de cohésion, c'est dangereux. Donc, encore une fois, oui à la politique, oui au débat politique, oui même à la lutte pour le gouvernement, pour ceux qui sont de l'opposition, mais non à accuser un gouvernement israélien aujourd'hui de n'être pas capable d'assurer la sécurité d'Israël. Et demain, si le Hamas menace Israël et même tire sur Israël, il me semble que la réaction sera beaucoup plus forte que d'habitude. Donc, encore une fois, et puis aussi un autre mot, juste un dernier mot,
quand on parle de ce gouvernement, on parle toujours de Mansour Abbas. Alors avec tout le respect que j'ai pour Mansour Abbas, il a 4 députés, effectivement il fait partie de la coalition, mais le gouvernement israélien n'est pas fait et ne repose pas seulement sur Mansour Abbas. Il faut aussi un peu arrêter de parler de lui comme... oui, mais c'est une coalition qui peut sauter quand elle a été élue par 63 contre 59. Elle peut sauter, mais le gouvernement israélien n'est pas devenu islamiste à cause de Mansour Abbas. Mais je voudrais répondre à M. Tenoudji Cohen. Écoutez, on peut dire que Benyamin Netanyahou a raté le coche. Il a raté le coche. Dans le fond, il avait quoi? Il avait 2 successeurs, Saar et Bennett, ils se sont mis à dos. Il avait une autre personne, Lieberman, à dos. C'est lui qui a commencé à négocier avec Ram et avec Mansour Abbas, et du coup, Mansour Abbas a été avec les ennemis, entre guillemets, de Benyamin Netanyahou. Et Bennett n'a pas manqué de le rappeler hier. Il avait Gantz avec lui. Il s'est mis à dos Gantz en ne votant pas le budget, etc. Dans le fond, moi je vais vous dire clairement, ce que je pense aujourd'hui, le maillon faible du Likoud, il s'appelle Bibi Netanyahou. Et je reste persuadé que si demain, ce gouvernement-là échouait et on allait vers d'autres élections, je ne suis pas sûr que ce soit Bibi Netanyahou qui soit tête de liste du Likoud. Parce que quand on voit les Tsaki Hanegbi, quand on voit l'ancien maire Barkatz, qui commencent à monter leur petit groupe, qui commencent à monter... on sent quand même qu'il y a aussi une volonté au sein du Likoud de tourner la page Netanyahou. D'ailleurs, quand on parle avec des gens du Likoud, pas tout le monde est si mécontent que ça de tourner cette page. Donc, d'ailleurs, on a entendu Netanyahou appeler aujourd'hui à une discipline de fer. Exactement. Donc le message s'adresse en dessous. Monsieur Cohen, répondez justement à ça. Est-ce que vous êtes, vous, un membre du Likoud qui soutient le Likoud, ou alors est-ce que vous êtes toujours un soutien de Benjamin Netanyahou? Alors, je vais répondre sur 2 points. La première auprès d'Olivier Rafovitch. Il est évident que tout ce que nous disons aujourd'hui est publié de par le monde, analysé par le monde. Et la problématique aujourd'hui, c'est comment le gouvernement Bennett sera assez fort pour tenir tête à l'Iran, mais aussi pour tenir tête à Biden. Et Biden, c'est le monde d'avant. C'est le monde d'Obama, il veut diviser Jérusalem, il continuera à soutenir le Hamas et le Hezbollah de façon directe ou indirecte afin de déstabiliser notre gouvernement israélien. Et je crois que Bibi Netanyahou lui a tenu tête suffisamment fort pour que l'on soit aujourd'hui assez fort. Et oui, je suis d'accord avec Olivier Rafovitch, il faut être fort, il faut que nous ayons des systèmes de sécurité forts. Et nous sommes en phase complètement. Maintenant, concernant le Likoud, est-ce qu'aujourd'hui, Benyamin Netanyahou décidera de sortir du jeu ou pas? Je pense que durant ces derniers mois, il cherchera à placer son principal poulain qui s'appelle Yossi Cohen, l'ancien chef du Mossad qui vient d'en sortir. N'oublions pas que ce dernier a à peu près 1 an à 1 an et demi encore à attendre sur la touche. Alors la problématique qui se pose aujourd'hui, c'est une problématique quasiment européenne. Est-ce qu'il faut jouer le jeu comme l'a fait Churchill ou Clemenceau, se retirer gentiment des affaires de la République et attendre qu'on nous appelle et revenir à la charge dans 1 an ou 1 an et demi, ou bien alors provoquer en fait des élections primaires au Likoud? Je suis certain qu'il n'aura pas le choix et qu'il devra dans un avenir très proche provoquer des élections afin de savoir qui sera le prochain candidat. Mais donc vous attendez en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous attendez en tout cas que la décision vienne de Netanyahou lui-même. Je vous redonne la parole aux uns et aux autres dans un instant, mais d'abord on va partir voir ce qui se passe à l'extérieur, en ce moment même, dans la plage au nord de Tel Aviv, la plage de Khoft El Barouk. On fait la fête ce soir. Plus précisément, ce sont les membres du Parti travailliste qui célèbrent la nouvelle coalition. Ava Merji, vous êtes sur place et il y a de l'ambiance derrière vous, visiblement. Oui, vous voyez qu'il y a beaucoup de monde, Benjamin, beaucoup d'agitation autour de moi. Ce sont pour beaucoup, pour la plupart d'ailleurs, des membres du Parti travailliste, des partisans aussi qui attendaient depuis beaucoup de temps un changement de gouvernement, que Benyamin Netanyahou donc s'en aille. Et maintenant, avec le retour des travaillistes au pouvoir, ils sont pleins d'espoir, ils sont pleins de joie pour cette nouvelle coalition. Ils attendent beaucoup. Il y avait tout à l'heure Merav Michaeli, la chef du Parti travailliste, qui est la nouvelle ministre des Transports. Elle a prononcé un discours et elle a dit: depuis quand est-ce qu'on n'a pas fait
fait la fête? Depuis quand est-ce qu'on n'a pas célébré une telle occasion? C'est vrai qu'on retrouvait ces personnes plutôt dans les manifestations à Balfour et ailleurs, mais aujourd'hui donc cette petite fête a été organisée pour célébrer ce changement de gouvernement, une nouvelle ère, c'est ce qu'ils nous disent. Il y a eu des collations, il y a eu ces personnes ont pu s'inscrire et donc profiter de quelques verres et de la nourriture, des plateaux de nourriture qui sont passés. Voilà un peu, donc c'est un peu la continuité de cette grande fête qu'il y a eu hier à Tel Aviv sur la place Rabin. Aujourd'hui donc c'est le Parti travailliste qui prolonge la fête. Les députés ont ouvert des bouteilles de champagne hier et là donc c'est la continuité aujourd'hui. Merci beaucoup Ava Mergi en direct depuis la plage de Khov Tel Barour, c'est au nord de Tel Aviv, tout à côté de l'ancien aéroport de Sdedov. Olivier Rafovic, ça vous gêne ces célébrations? Oui, parce que bon, on n'est pas non plus dans la fête foraine ici. Je veux dire, hier aussi, il y avait des manifestations pour Netanyahou qui disait Toda, merci d'avoir été avec nous. Des deux côtés, encore une fois, moi ce qui m'inquiète, c'est le manque de cohésion nationale. Je vous dis, c'est pas une blague. En Israël, il y a aujourd'hui deux camps, deux forces, presque l'une face à l'autre, alors que les menaces extérieures sont très graves. Et vous savez que nous devons être extrêmement prudents et vigilants. Encore une fois, chacun a le droit de voter pour qui il veut, de soutenir quel candidat il désire, mais attention, ça doit se faire. Le message, c'est l'unité. Oui, mais là, c'est fait, et c'est fait de pour, de contre. Oui. Moi, je voudrais. Ils ont le droit de fêter la victoire. Non, mais. C'est pas une victoire, c'est pas une victoire. C'est la victoire face à 2 années de crise et ceux qui voulaient faire tomber Netanyahou, c'est parti de Bibi Ler à Bibi Allah. Non, c'est une partie de l'électorat israélien. C'est un changement qui se fait de manière très compliquée, dans une coalition très compliquée. Et donc, chaque camp, je pense, d'ailleurs ceux qui pensent être gagnants, doivent, à mon avis, conserver beaucoup d'humilité et beaucoup de respect. Restez humble. Michel Thoman voulait réagir. Oui, moi j'ai dit tout à l'heure tout le bien que je pensais de la démocratie israélienne. Je voudrais dire aussi quand même mettre un bémol quant au comportement de Benyamin Netanyahou, non seulement hier dans son discours, mais là, dans le discours de cet après-midi, comme chef de l'opposition, il était pathétique. Car ce que dit Netanyahou, il faut l'entendre, il dit que personne d'autre que lui n'est légitime pour diriger ce pays. Alors, qu'ils le disent de ses adversaires, il délégitime Bennett, il délégitime Lapid, Gantz, Lieberman, qui ont tous été ses ministres. Il les délégitime, on peut le comprendre, pourquoi pas, c'est ses adversaires. Mais il délégitime aussi surtout les gens du Likoud, parce que s'il avait voulu, comme on l'a dit déjà dans ce débat, s'il s'était retiré pour laisser la place à quelqu'un d'autre au Likoud, le Likoud aurait pu former un gouvernement de droite. Donc là, on a un entêtement qui relève du naufrage d'un homme. Ce qu'on a vu cet après-midi, c'est le naufrage d'un homme, vous savez. On appelle ça un mauvais perdant, on a vu ça avec Trump il n'y a pas longtemps, on voit ça avec Netanyahou. Mes 2 fils ont fait du foot quand ils étaient petits, à l'âge de 6-7 ans, ils étaient dans les équipes de foot, et la première chose qu'ils apprenaient à la fin du match, quand ils avaient perdu, les perdants allaient vers les gagnants et on se tapait dans la main. Et ce que Netanyahou n'a pas été capable de faire, et je trouve ça très grave, et je trouve qu'il donne un mauvais exemple au pays, et qu'il est temps pour lui de se retirer. Car le combat qu'il mène aujourd'hui, il dit qu'il va revenir, etc., mais c'est un combat pour rester le leader de l'opposition. Vous savez, les hommes politiques, ils ont 2 morts. Il y a la mort, ils en ont 3, puisqu'ils ont la mort biologique, mais ça, je ne lui souhaite pas. Sarkozy, il a été battu à l'élection présidentielle, mais sa vraie mort politique, c'est quand 4 ans après, il a essayé de revenir et qu'il a été battu à la primaire de la droite. Jospin, il a été battu à la présidentielle de 2002, et sa vraie mort politique, c'est quand 4 ans plus tard, il a voulu revenir pour la primaire socialiste et qu'il a vu que personne ne soutenait. Et là, Netanyahou, ce qui lui donne encore cette vitalité et ce qui lui donne encore cette énergie, c'est le goût du pouvoir. Quand il dit que les autres sont assoiffés de pouvoir, il parle de lui-même. Qu'il se retire, qu'il fasse des conférences, et on pourra à ce moment-là voir tout le positif, toutes les grandes choses qu'il a faites pour Israël, et à ce moment-là, on pourra le juger avec plus d'objectivité. Mais là, franchement, il est temps de dire stop, et je serai au Likoud. Fernand Cohen-Tedji, attendez, Michel. Tu as fait beaucoup de bien pour le pays. Non, attendez. Mais là, quand même, je laisse Fernand Cohen-Tedji du Likoud répondre, parce que ce que vous avez dit concernant Netanyahou, vous avez dit une chose importante, Michel, vous dites que c'est aussi ses propres électeurs qu'il a attaqués. Je vous laisse répondre, Fernand Cohen-Tedji. Écoutez, là, ce que j'ai pu entendre... Non, ses propres partisans, les gens de son parti. Fernand Cohen-Tedji. Ce que j'ai pu entendre... Oui. Merci. Ce que j'ai pu entendre il y a quelques instants, c'est encore une fois des arguments qui sont de la gauche classique anti-Bibi. Comme si l'affaire n'était pas finie. Oh non. Benyamin Netanyahou, il faut bien le comprendre. Il est l'incarnation de la droite dans le monde. Que ça soit auprès de Trump, depuis Trump, jusqu'à Bolsonaro au Brésil, depuis la Hongrie, l'Autriche,
Et c'est ça, en fait, que tout le monde lui reproche. Alors, effectivement, c'est la fin d'une période. La réponse est oui. Vous avez raison sur ce point-là, s'il n'y a aucun doute. Aujourd'hui, le Likoud doit faire face, doit avoir demain matin des primaires, sans bataille excessive entre ses chefs, et afin de définir quel sera le candidat unique. Avec une bataille, il y aura un affaiblissement du Likoud, et personne, en tout cas pas moi, suis pour un affaiblissement du Likoud. Amnou Shalmani, une réaction ? Juste, oui, juste, mais vous savez, à un moment, je pense que Benjamin Netanyahou a vraiment confondu son destin avec celui d'Israël. Et je suis tout à fait d'accord avec Michel, c'est que s'il veut rester dans l'histoire pour autre chose que pour une Trumpitude, d'utiliser les termes de fraude, de remettre en cause ce gouvernement, qui clairement n'est pas un gouvernement gauchiste. C'est quand même une énorme bêtise de dire ça. Et c'est tout à fait dommage. Il est son propre ennemi. Et il est en train non seulement d'abîmer sa fin de carrière et de partir, mais d'une manière qui n'est pas digne, et il faut partir quand on a perdu. C'est le jeu de la démocratie. Quoi que vous puissiez dire, vous puissiez faire, je suis persuadée qu'il y a des hommes au Likoud qui sont capables de prendre des femmes. Et des femmes sont des gens puissants, ce sont des vrais politiques. Mais il faut savoir se retirer quand on a perdu. Et là, mais quand même, 4 élections en 2 ans, je veux dire, tout ça a un sens. Je veux dire, s'il n'a jamais réussi à avoir la majorité absolue, c'est pas innocent. Je veux dire, c'est bien. Un grand homme politique, c'est entrer en politique et c'est se retirer en temps et en heure. Et là, c'est la fin du temps de Bibi. Et qu'après, qu'il laisse l'histoire décider du poids qu'il a eu sur le destin d'Israël et qui est, ma foi, considérable. Donc il ne faut pas s'abîmer comme ça. Moi, je trouve ça dommage. Mais d'ailleurs, c'est l'occasion, ça peut être un personnage de fiction extraordinaire, parce que c'est vraiment l'oubris là qui est en jeu. C'est tout à fait dommage. Oui, c'est un personnage, au-delà d'être un dirigeant politique. Ouais, et c'est pas pour rien, d'ailleurs, s'il a dirigé Israël pendant 12 années d'affilée. Oui, Michel. Mais oui. Un conseil pour le Likoud, cessez de parler d'un gouvernement de gauche radicale. Oui, trouvez des arguments qui reposent sur le réel. Sur les 60 mandats obtenus par Bennett, il y a 13 députés de gauche. Et le parti Avoda, c'est un parti travailliste, social-démocrate. C'est pas un parti de gauche radicale. Et si vous dites ça à les téléspectateurs français, ils vont penser que c'est le gouvernement de Mélenchon. Arrêtez, je veux dire, arrêtez pour votre propre intérêt. Et dites des choses sensées. Vous avez des choses à proposer, eh bien proposez-les. Mais cessez de le défendre à tout prix avec des arguments qui ne repose pas sur la réalité. Bon, et en tout cas, il y a Stéphane Godinamo, mais il y a presque un déséquilibre. Pardonnez-moi, il y a presque un déséquilibre ce soir en plateau, parce qu'on voit qu'il y a une majorité de gens qui saluent peut-être cette page qui se tourne. C'est pas contre nous en particulier. Fernand Cohen-Tenoudji, c'est la réalité du plateau ce soir. Il y a évidemment rien de personnel, mais on a un Premier ministre qui est bien plus à droite que Benjamin Netanyahou, disons-le clairement. Nous avons des gens comme Avigdor Lieberman qui sont bien plus à droite que Benjamin Netanyahou. Dans le fond, Benjamin Netanyahou n'avait pas une vision de droite, il avait une vision populiste. Et aujourd'hui, dans le fond, on met fin à une vision populiste de ce qui se passait aujourd'hui en Israël. Et il y a un mot qui n'a pas été prononcé ce soir, c'est le mot justice. Dans le fond, si Benjamin Netanyahou se bat si fort, c'est pour surtout se sauvegarder d'une justice qui va le rattraper. Alors ça, Fernand Cohen-Tenoudji, c'est vrai que c'est resté jusqu'au bout, ça lui a collé jusqu'au bout à la peau, ces affaires judiciaires, qui ont même d'ailleurs été des arguments de campagne de ses opposants politiques. Il faut être clair que la problématique de ces problématiques judiciaires liées à la présomption d'innocence, bien sûr. Bien évidemment, il faut quand même accepter qu'on est dans une démocratie avec une justice, et tant qu'on n'a pas prouvé et tant qu'il n'est pas condamné, il est innocent. Alors toute la campagne de la gauche a été basée quasiment exclusivement sur Bibi est coupable, et visiblement il y a encore des traces sur ce plateau. Bon, écoutez, je vous ai laissé en tout cas le mot de la fin de ce débat. Merci beaucoup, Fernand Cohen-Tenoudji, d'avoir été avec nous ce soir, membre du Likoud. Et ce soir, c'est donc la première journée du nouveau gouvernement israélien qui est entré en fonction ce matin avec les passations de pouvoir, et notamment celle de Benjamin Netanyahou qui a donné les clés à Naftali Bennett. On va maintenant parler de l'actualité du côté français.
Alors vous vous souvenez de Mila, cette adolescente dont la vie a changé le jour où sur un réseau social, elle a dit sa colère contre l'islam après avoir été victime de moqueries parce qu'elle avait une petite amie. Ce jour-là, Mila plonge dans un cauchemar en quelques heures. Des milliers de menaces de mort, de torture, de viols déferlent du monde entier, mais aussi de son propre lycée. Et depuis, elle vit quasiment cachée, elle est déscolarisée et elle a décidé de raconter ce basculement dans un ouvrage qui sort jeudi. Et ce titre, Je suis le prix de votre liberté. Voici ce qu'elle dit ce week-end chez nos confrères de 7 à 8. J'ai l'impression d'être condamnée pour un crime que je n'ai pas commis et que je ne commettrai jamais. Je vais forcément ne pas rester en vie. Elle accuse aussi la France d'être une nation fragile et lâche. Avant de vous donner la parole et de vous faire réagir les uns les autres, j'aimerais qu'on réécoute ce qu'elle a dit il y a une dizaine de jours, parce qu'elle était au tribunal. Ce jour-là, 13 personnes étaient jugées justement pour l'avoir cyberharcelée, et son langage était tout autre, puisque ce jour-là, elle expliquait que la peur changeait de camp. C'est qu'il n'y a pas d'anonymat. Que l'on soit un jeune adolescent, un adulte, à partir du moment où on commet un crime sur Internet, on peut être recherché, on peut être retrouvé, et on peut être jugé devant un tribunal. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et c'est à ce moment-là qu'il est temps de le réaliser, qu'il est temps de le dire. La peur change de camp. Et plus nombreux on sera à l'ouvrir, plus on sera fort, plus on sera puissant face à la menace et au harcèlement qui fera qu'empirer si on reste sans rien faire, si on continue à se soumettre. Voilà, Noushamani, je commence avec vous parce que cette image-là, c'est il y a 10 jours. J'imagine que vous avez vu comme moi les images de ce week-end où elle explique qu'elle a peur, où elle explique qu'elle ne se voit pas vivre plus de 5 ans parce qu'elle estime qu'on va la tuer d'ici les 5 prochaines années, ce qui est absolument terrible. Elle accuse aussi la France d'être une nation fragile et lâche. Alors, est-ce qu'elle a raison, Abnous, lorsqu'elle dit que la France est un pays, Abnous, lâche? Est un pays, lâche. Non, mais concrètement, vis-à-vis d'elle, oui. Mila, elle paye le prix de notre liberté, mais aussi de notre lâcheté, de notre inconséquence. Moi, oui, j'ai vu déjà ces images je ne sais combien de fois. À chaque fois, j'ai une boule qui me monte dans la gorge, quoi. C'est-à-dire que là, elle est émue quand elle dit « la peur va changer de camp ». Et on la retrouve 10 jours après. Et là, non, force est de constater que juste après, ces mots qui ont rien d'insultant, qui sont des mots intelligents. Je rappelle qu'elle a 18 ans, que cette histoire a commencé quand elle avait 16 ans. C'est une adolescente. Ce qui s'est déversé sur elle, mais devrait faire honte à tous les citoyens français. Tout le monde devrait être derrière elle. Là, j'apprenais que les joueurs de foot de l'équipe de France vont mettre un genou par terre en hommage à George Floyd aux États-Unis, mais ça leur viendrait pas à l'idée. Je vais mettre un genou par terre pour Mila, et ça se passe en France. Et effectivement, elle est déscolarisée, elle n'a aucune vie, elle ne connaîtra jamais ce qui s'appelle une adolescence banale. Elle ne peut pas donner rendez-vous à sa petite copine au bout de la rue. Elle ne peut pas. Enfin, sa vie est foutue. Pourquoi? Parce qu'elle a osé dire que physiquement, elle préférait, je ne sais même pas si elle préfère, elle disait qu'elle n'aime pas le type maghrébin. Mais moi, je me souviens de mon adolescence, c'était « Ah, moi, je préfère les bruns, non, mais toi, tu préfères les bruns ténébreux ». Et tout le monde balançait ses goûts et les couleurs. Et c'est suite à ça qu'elle a été littéralement agressée. Elle a été agressée par des gens au nom de l'islam. Et là, elle a répondu parce que, quand vous voyez le déroulé de la chose, elle s'est pris des tombereaux d'insultes, d'attaques sexistes et homophobes. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des gens, mais avec des associations féministes, mais qui devraient être dissoutes, qui devraient avoir honte, avec des associations de défense des droits de l'homme qui ne sont pas capables du moindre tweet pour soutenir cette gosse. Mais c'est plus que de la honte qu'on devrait ressentir. Mais c'est nous tous qui devrions mettre un genou à terre pour la soutenir. Mais comment ça peut... Je ne sais pas. Quand je l'entends, sérieusement, je suis extrêmement inquiète pour l'avenir de la France, quoi. Et j'ai l'impression que ça ne fait pas tant réagir. J'ai l'impression qu'à part là, qu'est-ce qu'elle a pris? Elle a repris des messages d'insultes pour dire elle essaye de se faire du pognon en écrivant un livre. Mais vous voulez qu'elle fasse quoi comme métier? Vous voulez qu'elle fasse quoi demain? C'est quoi sa vie demain? Comment elle va vivre le restant de ses jours? Si elle n'est pas tuée, elle va finir par se suicider. C'est terrifiant. Elle en aura son sang tous sur les mains. C'est terrible, c'est terrible ce que vous dites. Michel Thoman, parce que ça veut dire qu'il y a aujourd'hui un délit de blasphème dans la société française quand on voit les menaces qu'elle a subies. Mais de l'autre côté, il faut rappeler tout de même que la justice est là. La preuve, il y a eu le tribunal il y a 10 jours.
Oui, alors après, il y a son ressenti à elle, et je pense que là, on doit tenir compte de son ressenti et de ce qu'elle reçoit comme menace sur les réseaux sociaux. Parce que ne pas être d'accord avec quelqu'un, même lui dire tu n'as pas le droit de blasphémer, nous sommes choqués parce que nous sommes musulmans, ça c'est normal, ça fait partie du débat démocratique. On peut être choqué par ses propos. Mais je vais vous donner un autre exemple. Yann Moix, l'écrivain Yann Moix, il a dit, il y a 2 ans, il a dit qu'il n'aimait pas les femmes de moins de 50 ans. Et il a dit qu'il préférait les femmes asiatiques de 25 ans. Je trouve ça complètement stupide, vraiment. Mais il a eu, sur les réseaux sociaux, des féministes qui l'ont engueulé, qui ont dit c'est un macho, c'est honteux, etc. Mais personne, à ma connaissance, ne l'a menacé de mort. Donc ce qui est grave, c'est pas que des gens, dans le débat démocratique, dans le débat, et parfois un débat qui vole bas, s'insultent, mais c'est les menaces de mort. C'est ça qui est grave. Et les menaces de mort dont elle est victime, malheureusement, souvent, ça prépare de véritables passages à l'acte. Comme on l'a vu avec Samuel Paty. Et c'est ça qui est inquiétant. Hein. C'est pas du tout que des gens soient pas d'accord avec elle, que des gens soient choqués. On peut comprendre que des gens soient choqués, mais ça c'est fait pour être choquant. C'est comme ça. Et puis sur les réseaux sociaux. Parce que Michel, il faut dire ce qui est tout de même. Michel, donc là, on peut comprendre aussi que des gens se sentent insultés parce qu'elle a insulté l'islam. Encore une fois, rien ne justifie la violence et les menaces. Mais voilà, on ne sait pas ce qui se serait passé si Mila avait insulté le judaïsme. Peut-être que certaines personnes qui nous regardent auraient été choquées aussi. Religions, je ne pratique pas le blasphème. Voilà. Moi, je ne pratique pas le blasphème, je ne pratique pas l'insulte, mais je pense qu'on a le droit à la liberté d'expression, et surtout que si on est choqué par un propos, on peut saisir les tribunaux contre Mila pour obtenir une condamnation en justice. Puisqu'elle a incité personne. Voilà, mais ce que je veux dire, non, contre Mila ou contre Yann Moix, mais les menaces de mort, c'est ça qui est grave, c'est les menaces de mort qui viennent de gens anonymes. Et c'est pas eux qui passent à l'acte. Je vais entendre Tel Aviv. Voilà. Quand même en France. Il reste 2 minutes, je vais entendre Tel Aviv. Pardonnez-moi, Olivier Rafovitch. J'arrête. D'accord, c'est vrai, j'arrête. Moi, je suis comme Amnous, je viens de voir les images, c'est horrible, c'est vraiment... Mais en fait, Mila, en tant que telle, c'est le symptôme d'une maladie de société dramatique. Mila, il y a eu des Mila avant, il y aura des Mila après, tant qu'on ne traite pas le problème comme il le faut. Et pour l'instant, on parle de Mila, mais c'est pas Mila le problème. C'est même pas Mila le sujet. Le sujet, c'est comment on laisse faire que des millions et des millions de tweets et de posts sur Facebook et autres circulent avec tant de haine sans contrôle. Le fait qu'il y ait tant de haine, en général, déversée, qui maintenant touche cette jeune fille qui a peur. Mais de l'autre côté, on est au tribunal derrière, donc peut-être que ça va aussi calmer c'est pas un problème de justice. Les ardeurs de ceux qui la menacent. C'est un problème beaucoup plus profond, malheureusement. C'est un problème de société. La justice est une partie de cela. Mais il y a une maladie de société en Europe, en France. Même si la justice s'occupe du problème, c'est pas la justice qui peut traiter un tel problème. La haine est présente partout. Et je vais redire cette phrase, Stéphane Golin, la phrase qu'elle a prononcée quand elle parle de la France comme d'une nation fragile et lâche. C'est extrêmement violent. Mais je pense concrètement que la France, on peut observer en France une défaite du système politique, judiciaire, mais surtout morale. Dans le fond, la France, c'est héritière des Lumières. Mais j'ai l'impression qu'actuellement, il y a quelqu'un qui veut éteindre ces Lumières. Qui On le voit. On sait qui. On sait qui. Simplement, il faut le dire. Voilà. Mais quand on regarde des gens comme Mélenchon, qui vont minimiser les attentats de Toulouse et qui vont mettre en exergue Mera. Vous savez, moi, Mila, elle me fait penser à Salman Rushdie. Elle me fait penser à Salman Rushdie au tout début, quand il avait sorti son livre et qu'il était menacé dans le monde entier. Pourquoi ? Parce que cette personne avait osé dire certaines choses. Or, comme par hasard, c'est toujours cette population, et cette population musulmane extrême, je ne parle pas de tous les musulmans, que les choses soient très claires, mais on a une catégorie de gens musulmans extrêmes qui menacent, qui profitent de ces réseaux sociaux pour mettre des menaces qui ne sont pas en lien avec la société occidentale dans laquelle on vit. Mais aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Ce qu'elle accuse, c'est la France tout entière. Mais c'est la France qu'elle accuse dans son message. Mais la France tout entière, mais aujourd'hui, cette jeune fille n'arrive même pas à rentrer dans une école. Elle ne peut même pas être scolarisée. Ça veut dire qu'il y a une défaite totale politique française. Tant que l'islamisme ne sera pas montré du doigt clairement par une société qui est debout et pas à genoux, il n'y aura pas de solution en France. C'est la fin. Et Mila, la pauvre petite Mila,
On veut pas veut pas avoir de la peine pour elle. On veut qu'elle soit forte et on veut qu'elle vive surtout comme tout le monde. Merci à tous d'avoir été avec nous ce soir. Merci Stéphane Goldin, merci Olivier Rafovitch, merci Abdou Chalmani, merci beaucoup Michel Taubman. Merci à vous d'avoir été très nombreux également à participer à notre question du jour, parce que c'était notre thème principal ce soir. On vous a demandé évidemment si ce gouvernement allait durer et allait passer l'été à une majorité. Ce soir, vous nous répondez non à 59%. Restez avec nous sur i24 News. Dans un instant, vous retrouvez Jean-Charles Banoun, Afrique. Bonne soirée à tous et à demain.